Donc, bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire du mois de l'AVC qui sera axé sur notre nouveau module des pratiques optimales de soins de l'AVC sur la thrombose veineuse cérébrale. Le manuscrit est maintenant publié avant impression dans le Canadian Journal of Neurological Sciences et ce module fait partie de la 7e édition des recommandations canadiennes pour les pratiques optimales de soins de l'AVC de CARI AVC. La version complète imprimée sera disponible dans quelques semaines. Donc, je m'appelle Chelsea Martin et je suis accompagnée de Francine Forget-Marin. Ensemble, nous serons vos modératrices pour le webinaire d'aujourd'hui. Avant de vous présenter notre conférencier, je veux d'abord vous transmettre quelques informations techniques. Tel qu'indiqué dans la diapositive suivante, vous devriez être en mesure d'écouter la présentation avec les haut-parleurs de votre ordinateur ou de vous joindre par téléphone. Par contre, votre micro sera désactivé. L'assistance technologique est disponible via Zoom avec le lien indiqué sur la diapositive. Les questions sont les bienvenues dans la section questions tout au long de la présentation et seront abordées pendant la période de questions à la fin du webinaire. Ce webinaire sera enregistré et disponible sur la chaîne YouTube de CARI AVC et sur le site web des pratiques optimales de soins de l'AVC dans environ une semaine. Alors, bonjour à tous. Je tiens d'abord à reconnaître les peuples autochtones de tous les territoires sur lesquels nous nous trouvons aujourd'hui. Même si nous nous rencontrons par l'entremise d'une plateforme virtuelle, je souhaite prendre un moment pour souligner l'importance du territoire que nous considérons tous comme notre patrie. Ce faisant, nous réaffirmons notre engagement et notre responsabilité envers l'amélioration des relations entre les nations et le renforcement de notre propre compréhension des peuples autochtones locaux et de leur culture. D'un océan à l'autre, nous reconnaissons les territoires ancestraux et non cédés de tous les Inuits, Métis et Premières Nations qui considèrent ces territoires comme leur patrie. Voici les objectifs d'apprentissage pour le webinaire d'aujourd'hui. Les objectifs d'apprentissage sont d'examiner l'épidémiologie, les facteurs de risque, le tableau clinique et le bilan diagnostique associé à la thrombose veineuse cérébrale, de passer en revue des points saillants du nouveau module de la thrombose veineuse cérébrale, des recommandations canadiennes pour les pratiques optimales des soins de l'AVC, la 7e édition, en tenant compte des données probantes à jour et des lacunes persistantes en matière de connaissances, de discuter des besoins des personnes ayant une expérience vécue de la thrombose veineuse cérébrale en mettant l'accent sur les jeunes adultes ayant subi un AVC et de discuter du soutien et des ressources accessibles pour les personnes ayant une expérience vécue ainsi que leurs proches aidants et aidantes. Alors, j'ai l'honneur de vous présenter notre conférencier pour le webinaire d'aujourd'hui, Dr. Theodore Wayne. Dr. Wayne est professeur adjoint en neurologie et neurochirurgie à la clinique de prévention des AVC de l'Université McGill. Il a reçu la bourse William Osler, a terminé sa formation en neurologie à l'Institut neurologique de Montréal et a obtenu une bourse de recherche sur les maladies vasculaires cérébrales à l'Université du Texas à Austin. Le Dr. Wayne est actuellement coprésident des lignes directrices canadiennes sur la prévention des AVC et il siège au conseil d'administration du Consortium neurovasculaire canadien, où il dirige le comité de politique et défense des intérêts sur l'amélioration des soins de l'AVC partout au Canada. Dévoué à l'éducation, il a présidé la conférence annuelle sur l'AVC à l'American Heart Association sous le thème AVC dans le monde réel. Il siège aussi au comité directeur du Congrès canadien de l'AVC. Dr. Wayne participe activement aux essais cliniques sur l'AVC et s'intéresse particulièrement au rétablissement et à la réadaptation à la suite d'un AVC. Il est l'auteur principal de l'essai Réflexe, récemment terminé sur l'efficacité de la toxine botulique dans le traitement de la spasticité après un AVC. Il est également le conseiller principal du module sur la thrombose veineuse cérébrale. Malheureusement, nous n'avons pas été en mesure de faire participer une personne avec une expérience vécue de la thrombose veineuse cérébrale au webinaire d'aujourd'hui.
Cependant, des personnes ayant une expérience vécue de la thrombose veineuse cérébrale ont contribué à l'élaboration de ces recommandations et des ressources de soutien dans leur intégralité. La participation de ces personnes permet d'assurer la pertinence du module et de mettre en lumière les aspects qui sont les plus importants pour elles tout au long de leur parcours. Allons-y maintenant avec le webinaire. À vous, Dr. Wayne. OK, parfait. Alors, aucun conflit aucun conflit avec cette présentation. Alors, bienvenue à tous. Je m'excuse pour tous les délais techniques qui viennent d'arriver. Alors, on a un nouveau module qui est présenté dans la 7e édition sur le TVC. Puis pourquoi est-ce qu'on a sorti avec ça maintenant? C'est pour deux raisons en principe. Premièrement, et c'est l'évaluation de l'épidémiologie. On a beaucoup plus des données qui ont sorti les dernières années. Alors, on a beaucoup plus des meilleurs modalités pour détecter les TVC aussi. Alors, on a une augmentation des cas qu'on a été capable de trouver. Puis, on a beaucoup de nouveaux données maintenant sur le traitement de la TVC avec une étude qui a été faite par Dr. Thalia Field à l'Université de la Colombie-Britannique avec l'étude SECRET où on a des nouveaux données sur l'épidémiologie puis les réponses au traitement avec des AOD aussi. Alors, on a plein de nouveautés qu'on a voulu amener chez vous pour avancer le traitement puis l'identification de cette maladie qui était un peu moins connue que les autres types d'AVC. Alors, si tu vas regarder les nouvelles lignes directrices, on a 5 sections à notre module. La première partie, c'est le diagnostic et évaluation de la thrombose veineuse cérébrale symptomatique. Puis on a le tableau de clinique puis les évaluations qu'on doit faire. En section 2, ça va être une évaluation des traitements en phase aiguë de TVC. La troisième partie du module, c'est surtout la prise en charge en phase post-aiguë, puis qu'est-ce qu'on a besoin à faire, puis les évaluations qui sont nécessaires. En quatrième section de la module, c'est surtout pour voir c'est quoi les considérations qu'on doit considérer pour la prise en charge à long terme. Qu'est-ce qu'on fait avec un patient après un TVC, puis c'est quoi les options qu'on a. Puis finalement, c'est la 5e module. C'est pour des conditions un peu atypiques comme le traumatisme ou des autres causes des TVC. Et on va tout réviser ça dans les prochaines diapos. Mais c'est une perspective générale de tout la module et toutes les sections qui vont être disponibles pour répondre à tes questions cliniques et pratico-pratiques. Alors, on a décidé finalement d'avoir une définition assez généralisée pour la thrombose veineuse cérébrale. Les autres termes que tu vas attendre dans la lecture médicale peuvent être une thrombose d'une sinus veineuse cérébrale ou une thrombose sinueuse cérébrale. À droite, quand on parle d'un TVC, on parle surtout des thromboses des veines corticaux, sous-corticaux, mais rien qui est hors de cran. C'est vraiment toute cette ligne directrice. Le focus, c'est surtout pour les veines seulement dans le cerveau. Ça peut être aussi, ça ne va pas être aussi des thromboses veineuses rétiniennes, qui est vraiment une maladie complètement différente, ou des thromboses des veines jugulaires non plus. Puis on a une liste sur la photo sur la côté droite de l'écran ici, avec un sommaire de toutes les veines ou les veines majeures qui se trouvent au cerveau. Alors, l'épidémiologie de le TVC a monté un peu récemment, surtout à cause de la technologie qu'on a pour détecter les thromboses veineuses cérébrales. Généralement, c'est un cas très, très rare. Si on regarde tous les AVC, c'est environ 0,5 à 1 de tous les AVC qui sont des TVC. Des études récemment nous donnent une fréquence d'environ 10 à 15 événements par 1 million de personnes par année. Puis on a une prévalence beaucoup plus élevée dans des femmes, 3 à 1 contre des hommes. Puis surtout sur une maladie qu'on voit la plupart du temps avec des personnes qui sont beaucoup plus jeunes. Dès que j'ai 56 ans, la définition de jeune ici, c'est moins de 55 ans, mais 80% des cas vont être moins de 55 ans. Alors, il y a des liaisons, puis je vais vous montrer dans les prochaines diapos bientôt, c'est quoi les facteurs de risque pour les TVC, mais on le voit surtout avec l'utilisation des contraceptifs oraux ou dans la période postpartum ou après une grossesse. Les bonnes nouvelles, c'est la pronostic après un TVC
c'est environ 85 à 90 des personnes vont avoir un bon pronostic. Alors, si on regarde les causes principales le plus fréquentes, c'est surtout des femmes qui représentent environ 3/4 des personnes. On le voit avec des personnes sur les contraceptifs oraux. On le voit avec l'obésité. On le voit très souvent avec des thrombophilies héréditaires, puis aussi les grossesses. Alors, puis avec ça, on va ajouter les anticorps antiphospholipidiques, puis des anémies aussi, puis ça va expliquer la plupart des personnes qui vont avoir, oh my God, j'ai des problèmes. Qui vont avoir la plupart des problèmes ici. On a l'hormonothérapie, qui est quelque chose qu'on pousse contre donner à la plupart de nos patients. Puis rarement, on peut avoir des TVC avec des injections, surtout dans les oreilles ou dans la région de la tête. On le voit très, très souvent avec des personnes qui sont déhydratées. On le voit avec des personnes avec des maladies inflammatoires des intestins ou des malignités hématologiques aussi. Puis des fois, on peut l'avoir après des traumatismes crâniens ou des autres maladies systémiques. Puis encore, 3/4 des cas sont dans des femmes, avec 1/4 des cas qui sont rapportés dans des hommes. Si on regarde le tableau clinique, c'est vraiment intéressant pour voir. La plupart des personnes euh, vont voir 2 ou 3 médecins avant qu'ils vont recevoir un diagnostic de TVC. Alors, un aspect de la module, c'est d'encourager tous nos membres, puis tout le monde qui regarde ce webinaire, d'informer leurs urgentologues, puis des omnipraticiens des signes et des symptômes de TVC, puis de savoir qu'il y a des traitements disponibles, puis on a un module surtout pour cette raison. Mais moins de 50% des personnes vont présenter à un médecin dans les premières 48 heures, puis 40% des personnes vont consulter plus qu'un médecin avant d'être diagnostiquées avec une TVC. Ce sont les femmes qui vont consulter beaucoup plus fréquemment que des hommes. Alors, on doit faire attention dans cette population. Si on regarde ce qui se passe pendant un TVC, on va avoir une thrombose qui s'arrive dans une veine corticale ou un sinus au cerveau. La thrombose va monter la tension intracapillaire. Ça va réduire la perfusion cérébrale. Ça va causer une disruption de la barrière entre les artères puis le cerveau, puis ça va diminuer la perfusion cérébrale. Cela va produire un édème cytotoxique, puis après ça, on va avoir un AVC. C'est vraiment intéressant dans cette maladie ici parce qu'on va avoir des AVC ischémiques, mais on va avoir des hémorragies aussi, parenchymales aussi. Alors, si on regarde les symptômes principaux d'une TVC, 85 à 90% de temps, c'est les céphalées. 25 à 40% de temps, ça va être des convulsions. On peut avoir des déficiences neurologiques focaux environ 20 à 50% de temps. On va avoir une altération de conscience ou une encéphalopathie environ 20% des personnes. Très important, puis on a une section qu'on va réviser bientôt. On va avoir des atteintes de vision. Puis on peut avoir de diplopie ou des neuropathies crâniennes, surtout à intention crânienne élevée. Alors, si on regarde, qu'est-ce qu'on recommande? On recommande que les médecins en première ligne et les professionnels de la santé doivent recevoir une formation sur le tableau clinique. Il y a plein de présentations différentes que je viens de vous présenter. Puis, surtout pour les urgentologues puis les omnipraticiens qui vont voir ces patients, doivent considérer le TVC dans votre différentiel, surtout dans une femme jeune, moins de 55 ans, qui prend l'hormonothérapie. Les facteurs de risque, la TVC, on vient de les présenter, mais tout le monde doit être au courant. Alors, je encourage tout le monde qui se présente à ce webinaire maintenant de prendre le temps de faire l'éducation dans vos institutions, dans vos cliniques, dans vos hôpitaux, dans vos salles d'urgence. C'est quelque chose que tout le monde va penser comme diagnostic. Alors, si on regarde les recommandations, c'est quoi la première chose qu'on suggère? C'est premièrement l'imagerie. C'est surtout les avancements dans l'imagerie de TVC qui ont monté le nombre des cas qu'on a détectés. C'est conseillé que tout le monde doit passer une tomodensitométrie ou une IRM sans contraste, puis avec contraste aussi. Puis avec contraste, on doit être certain qu'on va faire la vénographie
Alors, c'est un délai pour le tomodensitrie. Puis avec les IRM, c'est encouragé de faire les IRM avec vénographie, puis contraste aussi. Alors, chaque fois qu'on va suspecter un TVC, la deuxième partie de la recommandation, c'est une vénographie avec produit de Candace par tomodensitrie ou par résonance magnétique est recommandée avec une recommandation très, très forte. Dès qu'effectuer une vénographie avec produit de contraste, c'est mieux de le faire avec vénographie par résonance magnétique que par temps de vol. Alors, par temps de vol, c'est time of flight. On peut avoir des faux positifs avec ça. Puis si tu vas faire la vénographie avec une IRM, avec le temps de vol ou time of flight, c'est encouragé d'utiliser de contraste dans cette population pour éliminer les faux positifs. Aussi, si on va faire l'imagerie par résonance magnétique, la plupart des personnes vont faire des hémorragies au cerveau aussi. Alors, c'est encouragé quand tu commandes votre résonance magnétique de dire au radiologue que tu penses d'un TVC, mais d'encourager de faire des images echo gradient, ce qu'on appelle Susceptibility Weighted Imaging, c'est SWI. Alors, avec ça, on peut avoir des saignements qui sont légers, puis c'est quelque chose qui va contribuer à confirmer un diagnostic de TVC. La question, c'est quoi les prises de sang ou c'est quoi les investigations qu'on doit faire? Alors, on avait séparé en 3 catégories ici. Tout le monde doit passer un formule sanguin complet, une INR, le temps de thromboplastine aussi, des électrolytes, une créatinine pour éliminer les déhydratations aussi, une évaluation des enzymes hépatiques. Dès qu'on voit cette maladie pendant des grossesses, de faire un test de grossesse est essentiel, avec un bilan de glande thyroïde, puis surtout une glycémie. Si tu regardes ici, jusqu'en bas de la première carré ici, on encourage des personnes, chaque personne qui va être évaluée pour une thrombose veineuse cérébrale, de faire une évaluation des anticorps antiphospholipidiques. Ça veut dire un anticorps de bêta-2 glycoprotéine aussi, puis cardiolipine aussi. C'est essentiel pour confirmer le diagnostic. C'est conseillé pour toutes les personnes. Dans des personnes où il y a une suspicion d'une infection, on va faire des hémocultures. Si tu penses d'une maladie inflammatoire, on doit faire un CRP. Puis aussi les évaluations pour la maladie de lupus avec une ANA. Et ce qui est très important, on voit des thromboses veineuses cérébrales avec des cancers. Alors, on doit penser de faire une évaluation pour un cancer, puis de considérer la mutation de la gène JAK2 comme autre évaluation à faire. On peut toujours considérer de faire une ponction lombaire pour 2 raisons. C'est une question de tension intracrânienne élevée, mais aussi d'éliminer la possibilité d'une carcinomateuse leptoméningée. Finalement, c'est conseillé pour tout le monde de faire une protéine S et C, puis de considérer de faire un facteur 5, antithrombine 3, puis une mutation de la gène prothrombine. C'est très important, puis je vais le répéter un peu plus tard, dans la phase aiguë. Les résultats de protéine SC peut être, et puis antithrombine 3, peut être normal quand ils ne sont pas vraiment normaux. Alors, dans la phase aiguë, les résultats ne sont pas fiables. Puis c'est conseillé à 3 à 6 mois d'arrêter l'anticoagulation, puis on va parler de ça bientôt, puis de répéter ces prises de sang. Alors, un aspect de la module qu'on a ajouté, c'est qu'est-ce qui se passe dans tes yeux avec une thrombose veineuse cérébrale. Comme vous savez, ça peut monter la tension intracrânienne, puis on peut avoir de papillédème. Il y avait une étude, l'étude VENOS, qui a démontré qu'environ 1 sur 4 patients avec une TVC vont avoir de troubles de la vision. C'est à cause d'une tension intracrânienne élevée. Puis cela se doit être évalué rapidement puis traité de façon propre avec une diurétique. D'habitude, les personnes vont se plaindre de vision floue, de diplopie, de photophobie, puis un obscurement de la vision. Généralement, les patients se plaignent des 2 yeux qui sont affectés, mais c'est important de savoir que la TVC peut aggraver ou causer une perte de vision grave et des fois permanente. Alors, on doit vraiment faire une évaluation par fundoscopie sur chaque patient qui se présente au service d'urgence, puis d'éliminer s'il y a un édème papillaire qui est là ou non.
Si on regarde la ligne directrice au sujet de ça, on sait que n'importe qui se plaint d'un trouble de la vision avec un diagnostic de TVC doit être évalué par un ophtalmologue de façon urgente dans les premières 24 à 48 heures. Puis, toutes les personnes qui ont reçu un nouveau diagnostic de TVC doivent vraiment avoir une évaluation ophtalmologique. S'il n'y a pas des symptômes visuels, on conseille que l'évaluation va être faite dans les premières semaines, les premiers 7 jours maximales. Puis, si on voit des tensions intracrâniennes élevées ou d'œdème papillaire, on doit commencer avec le acétazolomide comme médicament pour diminuer la tension intracrânienne et d'être certain qu'on va le baisser, surtout pour sauver la vision. C'est important de savoir, il y a quelques patients qui vont présenter avec des symptômes de vision un peu retardés. D'habitude, c'est 7 ou 5 jours. C'est pour ça qu'on dit de faire une évaluation dans la première semaine. Mais si on voit des choses toujours urgentes les premières 24 à 48 heures, mais c'est très important pour avoir ces personnes suivies en ophtalmologie, pour faire des fonds visuels, pour confirmer qu'il n'y a aucune déficience qui va arriver. Alors, si on parle de traitement, il y a plusieurs aspects qu'on doit considérer. Premièrement, c'est l'anticoagulthérapie, puis on va le réviser bientôt. L'hydration, dès que plein des patients sont déhydratés, on doit faire attention pour identifier une tension intracrânienne. On doit être prêt pour considérer qu'on peut avoir des convulsions aussi, puis les traiter aussi. Ces personnes, toujours avec des tensions intracrâniennes élevées, vont avoir mal à la tête. Alors, on doit penser de le traitement de l'analgésique. Puis, on doit trouver des causes pourquoi c'est arrivé. Puis, je viens de vous donner des données. Puis, on doit faire attention avec une TVC. Tu peux avoir une tension intracrânienne élevée. Ça se présente avec des nausées, des vomissements. Puis, vraiment, on veut être certain que ces patients ne deviennent pas déhydratés parce que c'est quelque chose qui peut aggraver une thrombose veineuse cérébrale ou n'importe quel type de thrombose veineuse. Si on regarde le traitement pour ces patients, on commence surtout dans la phase aiguë. C'est les premiers 5 jours. Après ça, on doit faire de prévention primaire dans les prochaines 3 mois à 12 mois. Puis après 3 à 12 mois, on doit penser d'une prévention secondaire, dépendant c'est quoi la cause de l'événement qui s'est arrivé. Puis on va réviser ça dans un peu plus de détails bientôt. Si on regarde l'anticoagulothérapie, on a 3 grandes études qui ont été faites avec l'héparine à faible poids moléculaire contre l'héparine régulier. Dans ces 3 études, il y avait toujours une tendance qui démontrait une tendance de supériorité avec le héparine de faible poids moléculaire, avec des meilleures récupérations, des meilleures recanalisations, puis aussi avec moins de mortalité. Alors, c'est surtout l'héparine à faible poids moléculaire qui est préférable dans nos lignes directrices qu'à l'héparine non fractionnée pour cette raison. Les autres avantages avec l'héparine, on peut les donner sous-cutanée. C'est un peu plus fiable dans la réponse pharmacologique. Avec l'héparine non fractionnée, c'est donné intraveineux, puis on a beaucoup plus de fluctuations dans les niveaux d'éclaircir le sang. Alors, c'est un aspect, même si on voit un saignement sur les scans, puis on le voit très, très souvent dans les TVC, on est supposé de les anticoaguler. Alors, n'hésite pas, c'est surtout quelque chose qu'on doit faire pour ces patients. Alors, encore, quand on dit au 3e point en bas, la présence d'une hémorragie intracrânienne ou sous-récadienne n'est pas une contre-indication à l'anticoagulothérapie. Alors, n'oublie pas ça parce qu'il y a plein de personnes qui vont hésiter quand ils attendent cela. Dans la phase aiguë, on n'a pas beaucoup de données sur les AOD, puis pour l'instant, dans les premières 3 à 5 jours, c'est surtout l'héparine non fractionnée par voie intraveineuse qui est le traitement idéal pour nos patients. Oups. Est-ce qu'on peut avancer? Alors, on va regarder maintenant qu'est-ce qui se passe entre 3 à 12 mois avec les patients, mais vraiment, c'est de 3 jours après. Alors, si on regarde, c'est quoi les études qui sont disponibles,
On a 4 études, RESPECT, Einstein, Secret, puis Action. Puis toutes ces études ont utilisé des AOD contre le warfarin comme traitement. 3 de ces 4 études ont attendu environ 5 jours avant qu'ils ont commencé un anticoagulant oraux comme un AOD ou le warfarin. Dans l'étude Secret qui a été faite ici au Canada, ils ont commencé le médicament immédiatement. Mais si on regarde les études, là, environ 41% des personnes ont commencé les AOD ou le warfarin dans les premières 2 ou 3 jours, mais il n'y a rien vraiment une étude qui a démontré c'est quoi le bénéfice dans la phase aiguë. Dans l'étude Action CBT, c'était une étude de 845 patients. 12% des personnes ont commencé immédiatement avec un AOD, mais la plupart des personnes, on le commence moins de 5 jours après l'événement, puis tout le monde commence surtout avec l'héparine de faible poids moléculaire. Alors, est-ce qu'on a des autres traitements hors de l'anticoagulothérapie? Puis la réponse est oui, il y a des options. Est-ce qu'on les conseille? Pas nécessairement. Si on regarde les approches endovasculaires, est-ce qu'on est capable de faire une thrombectomie? La réponse est oui, on est capable de la faire, mais pour l'instant, ce n'est pas conseillé. Dans une étude, 10% des personnes ont une des perforations de sinus veineux. Alors, cela peut aggraver la situation. Pour l'instant, on n'a on n'a pas assez de données. C'est quoi les meilleurs cathéters? C'est quoi les meilleures choses à utiliser pour faire la thrombectomie? Puis pour l'instant, on le garde comme une deuxième approche pour les patients s'ils vont progresser sur l'anticoagulothérapie. Alors, s'ils vont avoir des détériorations cliniques après une anticoagulation qui est correcte et thérapeutique, on peut considérer de faire une procédure endovasculaire. Mais c'est encouragé que ça va être fait par un radiologue neurovasculaire avec plein d'expériences avec les thrombectomies. C'est-à-dire que même dans les mains d'une personne avec plein d'expérience, on peut avoir des taux de complications d'environ 10% avec des perforations des veines. Alors, d'après nous, c'est une procédure qui doit être considérée comme un complément et pas comme un substitut pour l'anticoagulothérapie. Puis j'espère que on avait rendu ça très clair pour l'instant. Comment se passe ça en première ligne pour tes patients? L'autre option qu'on a de façon interventionnelle, ça va être surtout pour voir une hémicréniectomie. Alors, dans une hémicréniectomie, on enlève l'os autour du cerveau. On a l'étude Decompress2 qui a été faite. Puis comme tu vois, si on regarde le bénéfice d'une hémicréniectomie, après 12 mois, on voit plus des personnes avec une échelle de Rankin, moins de 2, que les personnes qui n'avaient pas reçu. Alors, ça va être environ 40% des personnes vont avoir un Rankin moins de 40. Surtout, on va considérer cela avec des patients qui sont plus malades. Si tu regardes dans l'étude ici, il y avait l'évidence d'une herniation au cerveau avec des pupilles dilatées. Alors, oui, c'est quelque chose qu'on peut considérer. Oui, il y a un bénéfice. Puis, on doit craindre qu'il y ait un effet de masse dangereux et potentiellement mortel qui peut changer la vie d'une personne ou diminuer la qualité de vie de personne aussi. Puis c'est clair que dès qu'ils ont quitté l'hôpital, puis si on regarde la pronostic presque 12 mois après, il y a un bon pronostic pour nos patients. Alors, l'anticoagulothérapie après la phase aiguë, alors après les premières 3, 4, 5 jours, on a 4 études ici. Vous avez 3 sur ce diapo ici, puis je vais vous présenter la 4e étude dans la prochaine diapo. Mais pour l'instant, on conseille que tout le monde va être traité avec un antagoniste de vitamine K, avec une IRNR environ ciblée de 2 à 3. Puis les AOD sont les autres options. Avec les 3 études RESPECT, Einstein puis Secret, tu vas voir ici qu'il n'y a pas de grande différence aussi efficace que le warfarin. Puis si on regarde les recanalisations des veines au cerveau, c'est environ 60 à 100% si on regarde toutes les études. Si on regarde une recanalisation complète, d'habitude, on voit ça entre 50 et 75% des personnes. C'est très important de vous aviser
considérer un antagoniste de vitamine K quand les personnes sont diagnostiquées avec un syndrome d'antiphospholipidie qui est confirmé. Alors, c'est probablement le seul aspect où on va pousser vers le warfarin au lieu d'un AOD pour l'instant, et surtout pour les personnes qui ont plusieurs anticorps positifs dans le syndrome antiphospholipidique, de rester avec la vitamine K pour l'instant. Si on regarde les taux des événements négatifs avec des AOD, on ne voit pas une grande différence entre le AOD puis le warfarin, si tu regardes dans le diapo ici. Si on regarde les récidives, c'était vraiment rare d'avoir un récidive sur un AOD. Alors, on a une nouvelle classe des médicaments, les AOD, qui sont indiqués pour la fibrillation auriculaire, mais on a de plus en plus de données ici basées sur 4 études. On peut l'utiliser pour les TVC. Si on regarde l'étude Action CVT, c'était une étude de 845 personnes. On voit clairement que le risque des récidives était pareil que le warfarin. Les hémorragies intracérébrales étaient un peu plus bas. Les événements de saignement majeurs étaient presque pareils ou même un peu diminués. Puis la recanalisation était presque pareille dans cette étude ici. Si on regarde la mortalité, c'était pareil. Alors, pour vous qui n'utilisez pas les AOD pour le traitement de TBC comme prévention primaire, après qu'on a commencé l'héparine de faible poids moléculaire, c'est que c'est une option qui est là. Et on a des très bons résultats pour diminuer le risque des événements, pour diminuer des récidives, puis d'avoir le même taux de recanalisation pour ouvrir cette artère. La plupart des recanalisations, on le voit surtout à 3 mois. Après 3 mois, il n'y a pas beaucoup d'évidence qu'on va être capable de rouvrir ces veines qui sont bouchées. Je pense que quand on traite des personnes avec des TVC, c'est très important d'avoir une approche multidisciplinaire. On cherche des caillots dans les veines, d'utiliser l'aide d'une hématologie ou d'une clinique de thrombophilie, ça vaut la peine. Des personnes peuvent avoir des maladies inflammatoires ou rhumatologiques, alors d'avoir le rhumatologue impliqué aussi. Je pense que c'est essentiel pour maximiser l'identification de la problème, le traitement de problème, puis d'optimiser le traitement pour le patient. On a mis cet algorithme ici dans les nouvelles lignes directrices pour des personnes qui sont connues d'un syndrome des antiphospholipides. C'est très important de vérifier pour les anticorps. Alors, un anticardiolipine, un anticoagulant lipique, puis le bêta-2 glycoprotein. Après ça, c'est très important de regarder les lignes directrices ou de parler avec votre rhumatologue parce qu'il y a des traitements très, très clairs comment de poursuivre ces patients puis de les suivre à long terme. Puis si le patient a tous les critères, on veut avoir une liaison avec hématologie et rhumatologie, puis neurologie ensemble. Il y a plein de décisions qui doivent être faites. S'il y a des atteintes de vision aussi, on va inclure le hématologue. On conseille fortement, surtout pour les syndromes des antiphospholipides, d'utiliser un antagoniste de vitamine K. Puis, des fois, on doit répéter les prises de sang aussi parce qu'ils vont fluctuer pendant le temps. Puis, on va avoir des anticorps qui persistent des fois. Alors, on conseille de répéter les tests au moins 12 semaines après un premier résultat positif pour confirmer que c'est vraiment positif. Puis, on va les traiter quand même pour l'instant. Alors, si on regarde quoi faire ou pour combien de temps on doit traiter ces patients, c'est vraiment variable. Alors, d'habitude, l'anticoagulthérapie est prescrite pour un minimum de 3 mois. La durée optimale pour traiter nos patients, ce n'est pas vraiment connu. Mais à long terme, on conseille pour un TVC idiopathique, après un traitement initial de 3 à 12 mois, est également pas connu. On a des petits exemples ici qu'on a mis ici comme un facteur de risque majeur si le patient utilise des contraceptifs oraux au début de la période postpartum, alors après la grossesse, c'est un minimum de 3 à 6 mois d'anticoagulothérapie qu'on conseille, puis d'arrêter le contraceptif oraux.
Si on n'a aucun facteur de risque ni antécédent d'une thrombolie veineuse, on conseille 6 mois à 12 mois. Puis finalement, s'il y a des risques chroniques comme un cancer actif, récidive des thrombopénies veineuses ailleurs ou une thrombophilie à haut risque, pour l'instant, on va conseiller de traiter ces patients pour une période indéfinie ici. Alors, il n'y a aucune interruption entre le traitement primaire et le traitement secondaire à long terme pour ces patients. Il y a des lignes directrices qui sont mises pour la Société internationale de thrombosis et hémostasis. Puis encore, c'est ce que j'avais dit au commencement. Ils recommandent qu'un dépistage de la thrombolie héréditaire chez les personnes présentes en TVC qui n'ont pas des autres indications pour l'anticoagulothérapie. Alors, c'est conseillé avec le protéine S et C, le facteur 5, antithrombine 3, puis mutation de gène prothrombine, de tout répéter à 3 mois pour être certaine qu'ils sont vraiment négatifs. Parce que des fois, dans la phase aiguë, on peut avoir des faux négatifs pour ces crises de sang. Alors, c'est un autre aspect qui est très important pour être certaine qu'il n'y a pas des autres choses qu'on va manquer, qui va peut-être décider si on va traiter ou anticoaguler ces patients à long terme. Alors, qu'en est-il un dépistage de la thrombophilie? Encore, je pense que, comme je vous avais dit au commencement, tout le monde doit être évalué dans la phase aiguë avec des anticorps antiphospholipidiques et le bêta-2 glycoprotein. On conseille de refaire la réévaluation à 3 mois avec un récidive d'environ 38 personnes pour 1000 personnes par année. Puis si on va faire ça, on va prévenir 18 événements. Alors, c'est quelque chose qui est très, très important. Alors, les considérations importantes dans la section 3.1.2 en bas, considérations importantes. Les taux d'entre-thrombone de protéine C et de protéine S peuvent être affectés par une thrombose en phase aiguë. L'anticoagulothérapie est la grosse sous la période postpartum. Alors, c'est très important de répéter ces prises de sang après la grossesse ou à 3 mois s'il n'y a pas de grossesse. Le dépistage est recommandé basé sur le ISLH, alors les critères que je viens de vous présenter. Puis, n'oubliez pas de faire ça. On doit arrêter l'anticoagulothérapie à 3 mois, puis on va réévaluer une couple de semaines après pour réévaluer ces patients. C'est très important d'envisager une consultation avec un hématologue impliqué dans le traitement de ces patients. Puis, c'est un aspect de cette maladie qu'on encourage d'avoir une équipe multidisciplinaire avec rhumato, hémato, puis neurologie pour avoir leurs opinions pour évaluer ces données. Est-ce qu'on a des récidives après une TVC? Puis la réponse est oui. Si on regarde les thromboses veineuses périphériques, c'est environ 4 à 7 %. Si on regarde les TVC, c'est environ 2 à 4 %. Alors, il y a des études qui ont démontré que des personnes après 3 ans vont avoir 7 % de récidive. C'est surtout une question, est-ce qu'on a fait une bonne évaluation? Puis c'est pour ça qu'on a essayé de mettre des critères pour des causes connues, puis l'importance de faire une évaluation thrombophilique. Pour être certain, on va éliminer toutes les causes, puis n'oublie pas de répéter l'évaluation à 3 mois, s'il vous plaît. Alors, des nouveaux examens de neurologie et de durée de traitement. Le moment idéal pour effectuer un suivi par neurologie vasculaire est incertain. D'habitude, la plupart du temps, on va faire une réévaluation à 3 mois. La raison pour faire la neurologie, c'est surtout pour voir si on va un changement dans nos décisions pour arrêter une anticoagulothérapie. Alors, d'après nous, de répéter l'imagerie, c'est important de le faire par thermodensitométrie ou IRM encore. Puis après 6 mois de traitement, le rôle de imagerie vasculaire est vraiment incertain parce que la plupart des recanalisations vont arriver dans les premiers 3 mois. Alors, après 6 mois, si on va vraiment avoir des changements, ça va être assez rare qu'on va trouver quelque chose qui va nous vraiment aider.
Je pense que la surveillance systémique par imagerie après un TVC n'est pas indiquée. Alors, on ne doit pas faire des imageries après 6 mois, chaque 3 mois et 6 mois. La seule chose qui peut arriver des fois, environ 2 à 5 des patients, c'est d'avoir une fistule durale qui peut se présenter à cause d'un TVC. Si on regarde l'étude Respect CVT, il y avait personne qui a eu ça, mais environ 2,5 dans le ICVTC qu'on va le trouver. Qui va avoir ces problèmes? Les patients qui sont plus âgés, des patients mâles, puis des personnes qui font avoir le sinus sigmoïde qui est impliqué. Si on regarde qui est plus apte à avoir des récidives dans les études, c'est surtout des patients de race noire, peut-être en manquer une cause génétique ou une thrombophilie dans cette population, puis des personnes plus jeunes. Alors, on a plein de choses qu'on doit considérer pour les fistules artério-veineuses durales. Tu dois faire le suivi et consulter votre neuroradiologue. Oups, alors, la prise en charge à long terme. Oups, je m'excuse, donne-moi un instant pour reculer. Okay. Tu dois m'excuser, j'ai perdu le contrôle ici. Pardon. OK, prochaine diapo. Parfait. Alors, l'épilepsie est quelque chose qui arrive assez souvent, puis tu dois aviser vos patients qui vont être toujours à risque. Environ 11 de la population peut avoir une crise après ce jour. On le voit surtout avec des personnes qui vont se présenter avec une crise dans la phase aiguë, puis des personnes qui vont faire des hémorragies intracérébrales sudorales ou qui vont aller pour une hémicréniectomie. Environ 70 des personnes qui vont faire une crise vont avoir des récidives. Puis la vérité à envisager qu'on va avoir besoin de traiter ces personnes à long terme avec des anticonvulsants pour éviter des événements. L'autre aspect, c'est d'être certain qu'on fait un suivi pour l'évaluation pour des autres complications comme la dépression ou des problèmes d'humeur, la cognition, la fatigue et des déficiences fonctionnelles. Alors, chaque patient doit être admis à une unité d'AVC. C'est le même traitement, puis les mêmes choses qu'on doit chercher, qu'on peut modifier pour essayer de faire ce qu'on peut pour améliorer la qualité de vie de nos patients. Alors, il y a des circonstances particulières qu'on doit adresser aussi. Si on regarde l'anticoagulothérapie pour des personnes qui sont enceintes, c'est conseillé fortement de continuer l'héparine à faible poids moléculaire pour les traiter. Les facteurs cliniques qu'on doit être adressés pour l'anticoagulothérapie aussi, c'est des personnes qui vont avoir des saignements pendant leurs règles. Alors, avec des saignements menstruels peut être aggravé les premières 48 heures. C'est quelque chose qui doit être au courant. Des fois, on doit consulter un gynécologue pour être certain qu'il n'y a pas d'anémie, puis pour être certain s'il y a des autres choses à faire pour minimiser les saignements. Puis finalement, on doit arrêter la pilule contraceptive si c'était utilisé. Alors, on va faire un petit résumé ici, puis après ça, on va avoir une bonne 10 minutes pour répondre à tes questions. Mais premièrement, on veut monter la connaissance de la communauté médicale au sujet de la diagnostic de TVC, puis surtout les symptômes variables qu'un patient peut présenter. Comme je vous avais dit avant, plus que 40 des personnes vont avoir vu plusieurs médecins avant que ça va être diagnostiqué. Point clé, l'héparine à faible poids moléculaire est préférable que l'héparine. C'est essentiel d'avoir un ophtalmologue qui va évaluer les patients. Si vous avez des symptômes, puis si le patient va avoir des symptômes ophtalmologiques, ça doit être fait dans les premières 24 à 48 heures. Une personne sans plainte visuelle dans la phase aiguë, on les donne jusqu'à une semaine. Très important de traiter la tension intracrânienne avec la cétozolamide, une diurétique.
Le rôle de la thrombotomie demeure incertain. Oui, on peut le faire. Dans l'étude qui a été présentée, il y avait une complication de 10% des personnes qui ont une perforation de sinus veineuse. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas en première ligne, mais quelque chose qu'on peut ajouter avec un patient qui ne répond pas au traitement. On a des nouveautés ici que les AOD peuvent remplacer le warfarine hors des cas des syndromes antiphospholipédiques. La durée de l'anticoagulation primaire est environ 3 à 12 mois. Puis, si on regarde le rôle de récanalisation, c'est pas vraiment certain qu'est-ce que ça nous dit ou qu'est-ce que ça produit pour nous. Alors, c'est une autre question qui doit être adressée avec des autres études. Puis, le dépistage d'hypercoagulité est recommandé chez les patients pour lesquels l'anticoagulithérapie à durée indéfinie n'est pas indiquée. Puis, c'est important de considérer une réévaluation à 3 à 4 mois pour le protéine CS pour voir s'ils sont vraiment normaux ou non, dès que ça peut être quelque chose qui réagit dans la phase aiguë, qui nous donne des faux négatifs dans ce cas. Alors, il faut être à l'écoute des personnes qui présentent des séquelles après un TVC. Il y a des autres signes et des symptômes comme des douleurs, des troubles de comportement, d'humeur, de fatigue, puis des problèmes cognitifs. C'est quelque chose qui est reconnu. Puis tu dois poser tes questions. Tu vas utiliser le post-stroke checklist. Toutes ces choses sont indiquées sur cette échelle pour évaluer les patients. Mais encore, on le traite comme un AVC régulier avec des questions qu'on pose à nos patients et les problèmes qu'ils vont avoir. Très important d'être certain qu'on prend en charge l'épilepsie, que les patients sont au courant s'ils sont à risque ou à haut risque. Puis de faire attention pendant les menstruations, pendant les règles de nos patients, l'anticoagulithérapie peut aggraver leur menstruation ou les saignements pendant les règles. Alors, on va prendre des questions si vous avez. Ça me plaisir de répondre aux questions qui étaient pas dans ce nouveau module de 7e édition de nos lignes directrices ici au Canada. Merci beaucoup, Dr. Wayne, pour cette présentation fort enrichissante, puis la mise à jour de la thrombose veineuse cérébrale, des recommandations, des pratiques optimales, des soins de l'AVC. Alors, je vous invite à poser vos questions dans la section questions. Mais on a quelques minutes, nous avons déjà des questions, Dr. Wayne. L'un des plus grands défis que nous avons entendus lors de ce webinaire, puis que nous avons également entendu tout au long de l'élaboration des lignes directrices, c'est que le diagnostic de la thrombose veineuse cérébrale dans les services d'urgence ou en médecine familiale est manquant ou tardif. Quel est votre meilleur conseil en termes de reconnaissance et d'amélioration du diagnostic de la TVC? Merci, Francine. Alors, une très, très bonne question. Puis, c'était le premier aspect de cette module qu'on a adressé, c'était la connaissance de la communauté médicale sur la diagnostic de TVC. C'est pour ça, la première chose que je vais vous dire, j'encourage tout le monde qui est présent aujourd'hui de prendre le temps puis de faire la formation dans votre centre pour éduquer les médecins ici, puis les infirmières, puis n'importe qui travaille dans le système de santé. C'est un diagnostic qui est un peu difficile à faire. C'est un diagnostic qu'on ne pense pas très, très souvent, mais c'est un diagnostic qu'on peut traiter. C'est un diagnostic qui peut laisser des personnes invalides, surtout aveugles. Puis c'est un aspect de nous ici avec cette module d'encourager les personnes de prendre le temps d'être éduquées diagnostic ici. Il y a plusieurs symptômes qui se présentent. Puis si on regarde les céphalées, on voit tellement des personnes avec des céphalées. Alors, si vous avez des personnes à haut risque, des maux de tête qui persistent, une femme sur la pilule, c'est quelque chose que doit toujours penser. On a mis la liste ici, puis on vous encourage, tout le monde qui est présent aujourd'hui, d'essayer de disséminer les données ici pour éduquer notre population. Puis, comme nous, on fait sur le webinaire, fait des petites présentations dans vos hôpitaux pour éduquer tout le monde. Merci beaucoup, Dr. Wayne. Si vous me permettez, une personne avec expérience vécue, ce qu'elle dit, c'est que on a souvent, c'est-à-dire en travaillant avec de nombreuses personnes qui ont une expérience vécue, on a souvent entendu parler
de l'importance de défendre soi-même ses intérêts lorsqu'on ressent quelque chose qui est différent puis qu'on éprouve des symptômes qui ne sont pas normaux. Alors, c'est un message des personnes qui ont vécu une thrombose veineuse cérébrale. Nous avons une deuxième question. Nous savons que la thrombose veineuse cérébrale affecte plus fréquemment les jeunes adultes et les femmes. Selon votre expérience, existe-t-il des ressources, du soutien ou des références qui seraient particulièrement utiles pour ces personnes? Oui, absolument. Il y a des très, très bonnes références au site web de la Fondation de cœur. Ça décrit clairement les signes et les symptômes et ça donne des avis pratico-pratiques pour tout le monde, pas seulement sur les TVC, mais tous les aspects de l'AVC. Puis j'encourage tout le monde de diriger vos patients au site web de la Fondation de cœur du Canada parce qu'on a toutes les réponses là, écrites, très simples, très claires, très pratico-pratiques pour éduquer les médecins, mais la population en général aussi. Une autre question pour vous. Une fois que la personne a reçu un diagnostic d'une thrombose veineuse cérébrale, mais la personne n'est pas admise à l'hôpital, quel professionnel de la santé devrait assurer son suivi? Est-ce qu'elle devrait être suivie dans une clinique de prévention de l'AVC ou le suivi devrait être directement avec le médecin de famille? Je pense que comme chaque AVC, ce doit être suivi dans une clinique de prévention d'AVC par un neurologue ou quelqu'un avec une spécialité dans l'AVC. Deuxièmement, il y a plein de complications pour n'importe qui avec un AVC qu'on doit être adressé. Alors oui, les omnipraticiens peuvent le faire, mais comme je vous avais dit avant, pour moi, l'évaluation puis le diagnostic doit être fait dans une équipe multidisciplinaire. On doit avoir une consultation avec les hématologues, les rhumatologues, un spécialiste dans les thromboses, puis le neurologue pour faire des décisions clés qui vont passer 3 mois, 6 mois après l'événement. Si on va refaire l'imagerie, moins de 6 mois, mais c'est surtout pour l'équipe spécialisée à faire ces décisions ici. Mais merci énormément, Dr. Wayne, pour ces réponses réfléchies, ce qui met un terme à la séance de questions. Alors, à toi, Chelsea. Merci beaucoup, Francine et Dr. Wayne. Donc, comment déjà discuter? Ce webinaire est enregistré et sera disponible en ligne après l'événement sur la chaîne YouTube de Carré AVC et sur le site web des pratiques optimales de soins de l'AVC. Aujourd'hui, après le webinaire, un sondage apparaîtra à l'écran, vous invitant à remplir une évaluation qui vous donnera accès à votre certificat de participation. Et voici quelques renseignements sur l'AVC et des ressources de soutien qui pourraient vous intéresser, comme la communauté d'aidants naturels et la communauté de survivants de Carré AVC. Une nouvelle infographie sur la thrombose veineuse cérébrale a également été élaborée en collaboration avec des personnes ayant une expérience vécue de la TVC. L'infographie met en évidence l'information du module afin d'aider les personnes à comprendre la TVC et à prendre en charge leur rétablissement. Alors, j'aimerais vous informer de la tenue du 12e sommet sur l'AVC qui va se tenir le 22 novembre 2024. Qui est intitulé Collaboration interprofessionnelle et innovation au cœur de la prise en charge tout au long du continuum de l'AVC. Alors, le sommet sera en mode virtuel et restez à l'affût. Les inscriptions vont débuter au mois de septembre prochain. Alors, au nom de la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, nous souhaitons remercier sincèrement notre présentateur d'aujourd'hui, et tous vous remercier d'avoir pris le temps dans votre journée pour élargir vos connaissances et votre sensibilisation à la thrombose veineuse cérébrale. Alors, merci encore, prenez soin de vous et à la prochaine.